Je suis née à Strasbourg, mais j'ai quitté Strasbourg à l'âge de 9 ans. J'y suis revenue à l'âge de 40 ans, quand je me suis remariée pour la deuxième fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant la guerre, j'étais à Royan, j'étais au collège, bon. Et puis tout de suite après la guerre, c'était un peu compliqué. Bref, je me suis mariée, j'ai arrêté les études, j'ai beaucoup milité à Metz, parce que mon premier mari était très engagé, c'était un des fondateurs du PSU, Amitié-Rocard, etc., etc. Et puis, il est mort dans un accident d'avion au Cameroun. Je me suis remariée quelques années après, je suis revenue à Strasbourg et entre les deux décès, j'avais déjà un peu commencé à travailler à l'université. J'ai continué, j'ai eu la chance d'aller jusqu'à une thèse. Tout à fait comme ça, presque par hasard, je me suis présentée sur la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant. C'est comme ça qu'on commençait, maître de conf. Et j'ai eu beaucoup de chance, grâce à des gens qui m'ont fait confiance. Je suis rentrée à l'université. Les deux décès de mes époux, à quelques années d'intervalle l'une de l'autre, le premier accident d'avion au Cameroun, le deuxième suite d'un accident d'auto où sa première épouse a été tuée, m'ont quand même amené un travail de réflexion profond sur soi. J'ai entrepris un travail analytique que j'ai mené pendant au moins 10 ans. Mon premier analyste s'est suicidé tout au début de l'analyse. Ça secoue quand même un peu. Et le deuxième était un grand monsieur. J'avais travaillé avec Geoffroy Dumazdier, nous étions des amis. Hein. Il me disait toujours, l'ennui avec toi, c'est que tu aimes Freud. Mais enfin, j'aimais Freud, quoi. Hein. Quand on est psychanalyste, c'est vrai qu'on ne met jamais trop ça sur le devant du placard. Mais en fait, c'est vrai, j'ai été psychanalyste, je travaille encore avec quelques personnes qui terminent, mais depuis 4 ans, quasiment, je ne prends plus personne. Je voudrais quand même pas leur faire la mauvaise aventure de mourir derrière eux dans un fauteuil, alors qu'eux, ils croient que je les entends. Hein. Bon. Ah, c'est une lettre qui m'intéresse parce que c'est un commencement. Et effectivement, quand on est dans la maison de Freud et de Lacan, comment ne pas entendre cet A comme le premier qui me parle? On nous parle, nous sommes des par-l'être, et le premier qui me parle, c'est ce grand autre dont va me venir la connaissance et la sagesse. Qu'est-ce que ce serait un monde sans saveur ni odeur s'il n'y avait pas les autres? Alors je sais qu'avec Internet maintenant, pour beaucoup de jeunes, eh bien, ils ont les autres sans odeur. Parce que l'ordinateur permet de discuter avec autrui sans avoir sous le nez leurs odeurs. Cette odeur d'être humain qu'on cache avec du parfum. Hein. Mais si on met du parfum, c'est qu'on a bien quelque chose à cacher. Hein. Alors il est sûr que les autres n'ont pas d'odeur, on ne les mange pas. Hein. On a renoncé à les manger. Moi j'ai toujours dit, je me suis permis de poser cette hypothèse, je pense que quand le bébé apprend à embrasser, il ne vient pas au monde en sachant embrasser, ça s'apprend. Je pense que c'est un acte extraordinairement important parce que quand il a réussi à embrasser, ça veut dire qu'il a réussi à ne pas manger l'autre.
et que quand on lui dit « je t'aime tellement que je te mangerai », il sait très bien que c'est une métaphore et qu'il ne faut surtout pas prendre ces choses-là à la lettre. Il faut être un peu fou pour manger l'autre. Mais enfin, il y a des anthropophages qui le font. Hein. Et Jean-Pierre Vernant disait « Ne discutez jamais de recettes de cuisine avec des anthropophages ». Le désir, ce n'est pas une envie, c'est un concept freudien et qui effectivement met en branle, met en route les forces dont nous sommes habités pour conquérir cet objet qui est l'objet du désir. Et effectivement, Wunschregungen, disait Freud, en allemand, ça parle plus, parce qu'effectivement, Wunschregungen, il y a la question du mouvement qui se dessine. Pas forcément dans le désir, mais le désir, bon, je dirais comme les Freudiens en général. Freud l'écrivait en 1899 dans l'interprétation des rêves, le désir est indestructible. Mais sur le cas, je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire de futé, car c'est vrai que le mot qui vient à l'esprit, c'est cacophonie. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'une cacophonie en réalité? Ça a certainement quand même à voir avec des sons extraordinairement désordonnés et qui nous cassent les oreilles. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de construction musicale. Alors, cacophonie, je trouve très rigolo que les musiciens aient inventé ce mot, mais je ne saurais pas en dire plus, sauf peut-être quand tout au fond de moi je me laisse aller à des associations d'idées, je me dis que c'est vrai, la vieillesse peut aussi être l'entrée dans l'âge des paroles cacophoniques. C'est vrai, ce n'est pas une cacophonie, une cacophonie. Oui, on pourrait l'écrire avec des C, ce serait encore plus précis, mais avec un K, c'est plus suggestif. Alors la lettre M, bon, ben, bien sûr, ça ne peut pas évoquer en premier lieu autre chose que la mort. Puisque, enfin, étant donné le cours de mes pensées, ce qui est quand même spécifique de l'espèce humaine, c'est que nous sommes mortels. Et la mort, nul ne sait ce que c'est. C'est un signifiant vide de sens. C'est un trou dans le tissu symbolique, c'est-à-dire dans le langage. Et dans ce trou, écoutez, on fait comme on peut, hein, les êtres humains, dans ce trou, ils mettent leurs croyances. Et elles leur permettent de se soutenir en pensant que la mort n'existe pas, qu'il y a une vie éternelle, etc., etc., qu'on reverra ceux qui nous ont quittés et qu'on sera tous ensemble. Mais ce sont des croyances. Mais c'est très bien que les religions qui relient l'humain au divin aient tenu des discours qui font intervenir des croyances. Parce que je crois que la mort serait une échéance trop difficile à supporter pour les êtres humains. Mais ce qui, moi, me fait toujours beaucoup réfléchir, c'est que quand, au XIe siècle, en Europe, le catholicisme romain pensait à construire un univers d'après la mort. Ils ont inventé le paradis, l'enfer, le purgatoire, etc., etc.
Et il y avait à la même époque, à Samarcande, cet extraordinaire personnage, poète, musicien, mathématicien, géographe et coureur de jupons et ivrognes, qui s'appelait Omar Khayyam, et qui disait la mort, c'est le néant ou la miséricorde. La lettre S ne peut pas ne pas me ramener à une question quand même fondamentale pour nous humains, celle de la santé, celle de cette biologie, ce corps que nous habitons et qui nous habite, et grâce auquel nous pouvons vivre avec plus ou moins de bonheur. Alors la santé, c'est vrai que nous n'en sommes pas maîtres, mais c'est vrai aussi que les chercheurs, s'ils ne se trompent pas trop, mais les chercheurs, ceux qui savent manier les médicaments et leur usage, ça nous permet quand même de nous défendre contre beaucoup de méfaits, contre les méfaits d'une santé chancelante. La nature nous montre qu'un printemps est attendu et la violence de l'éclatement de ce printemps est quelque chose d'extraordinaire. Pas chez les vieux. Il n'y aura pas de printemps, alors on fait comme on peut pour essayer de prendre du plaisir avec les derniers rayons d'un soleil qu'on ne sentira plus quand on ne sera plus de ce monde. Quand on est vieux, on a tendance à penser que le temps nous est compté. Je crois que c'est pas fou. Maintenant, le temps, c'est pas parce que nous, on va sortir du temps que le temps ne continue pas à exister. Mais je crois que c'est vrai qu'elle, ce qu'on peut appeler la mort, c'est une sortie du temps. Et cette sortie du temps, alors, je ne peux pas me le représenter, je ne peux pas me l'imaginer même, mais le fait est que le temps, pour les êtres humains, est comme un vecteur qui ne nous quitte jamais. De l'enfance à la mort, de la naissance à la mort. Et on apprend aux enfants que le temps, il faut le diviser. On ne peut pas tout faire en même temps. Et puis il y a la nuit, et puis il y a le jour, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Et nous sommes obligés, et c'est là où nous entrons en rapport avec quelque chose qui, à mon avis, pose quand même un grand nombre de questions, à la fois aux chercheurs, aux philosophes, c'est que il existe le temps, et ce temps change les choses, nous change, que l'épreuve du temps est une épreuve de rabotage, et que ça, nul n'y échappe. Alors on voudrait arrêter le temps. C'est un rêve, bon. Nul ne peut arrêter le temps. La lettre X, c'est quand même le grand mystère d'existence. Ça me fait penser au sexe, c'est évident, pas seulement à cause de Freud, mais si Freud a mis l'accent sur ces choses-là, c'est parce que c'est ce qu'il entendait dans les discours de ses patients. Parce que nous, humains, pas programmés par l'instinct, nous n'avons pas de saison de rut. Ben oui, on n'a pas des saisons de rut. Mais le sexe
est quand même une des choses qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, d'autant plus, pas seulement parce qu'on en a un qui ne marche pas toujours comme on voudrait, mais surtout parce qu'il y en a toujours un qu'on n'a pas. Il y en a toujours un qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Même les transsexuels, ils n'arrivent pas à avoir les deux en même temps. Donc c'est bien là où se situe, pas la castration réelle, mais la castration symbolique. Parce que ça vient signer la limite de notre maîtrise. La limite de notre maîtrise. Et ce n'est pas une question d'âge. C'est Pétain qui racontait sa vie quand il était à l'Île-Dieu, à son geôlier, et qui disait qu'il baisait facilement jusqu'à 75 ans. Et il disait, c'est pas compliqué, il suffit d'un peu d'exercice. Alors je ne sais pas ce qu'il faisait comme exercice, mais je veux dire, ce n'est pas une question d'âge, oui, c'est une question peut-être d'exercice, d'entretien, enfin, etc. Mais il est sûr que c'est quand même la question fondamentale et qui, chez les êtres humains, parce que ce n'est pas fini avec une saison brute, donc qui, chez les êtres humains, enclenche des affects terribles, comme la haine, la jalousie, la rivalité, etc. Bon, ben Y, c'est quand même, ça me renvoie quand même à une capacité éminemment du vivant, pas seulement de l'humain, du vivant, les yeux. Le fait que nous puissions voir, alors l'animal aussi voit, mais nous, humains, nous sommes construits de telle manière que regarder certains spectacles, certaines situations, nous remplit de joie, car nous découvrons à travers ce regard que la beauté existe. Bon, l'animal, c'est l'utilité. Hein. J'ai jamais vu une meute de chiens s'arrêter devant un coucher de soleil et puis... Hein? Non, je pense pas. Mais les humains, si. Et les enfants, tout petits, déjà découvrent combien ça peut être beau quand le ciel est embrasé. La beauté, elle passe par la fonction du regard. Et je trouve que j'avais envie de souligner ça en passant. Ben oui, Z comme 0. Alors on revient à la fois aux mathématiques, ces chiffres, ce 0 qui nous est venu des Indes. On revient aussi aux métaphores. Tu n'es qu'un grand 0. Alors là, c'est la plus mauvaise note qui existe. Et alors les profs avaient inventé encore pire hein, que la plus mauvaise note. Ils mettaient un point après le 0, un 0 pointé. Bon. Mais le 0, c'est quand même aussi là où les choses recommencent, où les choses s'inscrivent, où elles recommencent, et ça permet de compter au-delà de 10, au-delà de 100, au-delà de 1000, au-delà de 10 000, etc., etc. S'il n'y avait pas de 0, on ne pourrait pas compter jusque-là. Et je me demande toujours, parce que ça je ne le sais pas, il faudra quand même que je cherche, comment est-ce que l'existence de ce signe-là s'est imposée aux hindous? Eh bien, je terminerai sur un point d'interrogation. Voilà. On continuera une autre fois, peut-être.